Thomas, pour la suite, le bâtiment. Merci. Bien, bonjour à tous. Alors, le secteur du bâtiment, par rapport à ce qu'on avait présenté en 2011, n'a pas subi d'évolution majeure. Je vous reprécise sur ce transparent les grands enjeux. Donc, le résidentiel tertiaire, c'est plus de 40% des consommations d'énergie de l'ensemble de la France. C'est 30 millions de logements, donc c'est un parc extrêmement morcelé. Beaucoup d'actions individuelles qui sont derrière en termes d'actions sur le bâti, mais aussi en termes de comportement, puisque ce secteur prend en compte tout ce qui est chauffage pour les locaux, pour la production d'eau chaude sanitaire, mais également les consommations d'électricité spécifiques dans les logements et dans le tertiaire. Donc ça concerne, j'ai mis 65 millions de personnes. Alors, dans le bilan actuel, vous voyez que l'électricité représente... C'est la molette ? Voilà. L'électricité représente une grande part, dont une part, plus de la moitié, en fait, dans les usages thermiques, ce qui conduit à la fragilité du système énergétique français, notamment en cas de grand froid, on l'a vu ces derniers temps. Et puis une bonne part pour le gaz, et le reste étant essentiellement de la biomasse et du fioul. Alors, on avance là, voilà. Alors, les actions possibles pour maîtriser et faire baisser les consommations d'énergie dans ce secteur, donc c'est des actions de sobriété qui apparaissent déjà un petit peu dans les 5 dernières années. En 2011, on avait imaginé une baisse des surfaces unitaires des logements neufs construits. On avait imaginé aussi une baisse de la part des maisons individuelles. Et c'est quelque chose qu'on observe déjà dans les 5 dernières années, où la proportion de maisons individuelles dans le logement neuf est passée en dessous de 50%. On est à peu près à 45%. Donc en dessous des valeurs qu'on avait dans notre scénario 2011. La sobriété dans les usages dans le logement se manifeste aussi par une tendance à la limitation de la décohabitation. Là, les chiffres sont plus difficiles à interpréter, mais il semblerait qu'on soit sur un début d'inflexion. Donc, le nombre de personnes par logement ne va pas forcément continuer à descendre jusqu'à la prévision INSEE de 2 en 2050. Pour le tertiaire, dans la modélisation qu'on a pris, on a imaginé que les surfaces tertiaires se développaient, mais pas au rythme qu'elles avaient ces dernières années. On s'est calé sur l'évolution de la population. La sobriété passe aussi par la maîtrise des températures intérieures, évidemment, en hiver et en été. Et ça passe par différentes actions de limitation des apports. Tout ce qui contribue à diminuer les apports de chaleur liés aux consommations d'électricité dans les logements va dans le sens d'une diminution des besoins de rafraîchissement en été et donc des besoins de climatisation. On a imaginé aussi une petite réduction des consommations d'eau chaude avec des dispositifs de limitation des débits, des choses qui sont bien connues. Alors ça, c'est ce qui concerne les usages. Ensuite, sur le bâti lui-même et sur les systèmes, on a tout un tas d'actions qui sont possibles en termes d'isolation, d'étanchéité à l'air, d'amélioration des ventilations et de diffusion, de mise en place, d'utilisation des appareils les plus performants, notamment les pompes à chaleur qu'on a mobilisées de manière importante dans notre scénario. J'y reviendrai. Et puis, il ne faut pas oublier l'énergie grise qui est utilisée pour la construction des logements et des bâtiments. C'est l'énergie qu'on consomme au moment de la construction, dans les matériaux qui sont utilisés. Et c'est quelque chose qu'on regarde de très près pour éviter que des logements qui seraient très économes en chauffage d'une année à l'autre consomment des quantités phénoménales au moment de la construction. Alors, on arrive un peu au nœud du problème, c'est-à-dire la rénovation thermique. Actuellement, on a 30 millions de logements, à peu près. Il y en a 30 000 qui sont démolis tous les ans. Donc, ça veut dire que si on compte sur la démolition et la reconstruction, il nous faut 1000 ans pour reconstruire le parc de logements. C'est évidemment pas possible d'attendre 1000 ans pour faire quelque chose. Et donc, il faut absolument intervenir sur le logement existant. La rénovation est importante et fondamentale. Et le diagramme qui est là vous montre les hypothèses, enfin les résultats des hypothèses qu'on a prises en termes de mobilisation des professionnels pour rénover le bâtiment. Donc on imagine de monter
avec une phase d'apprentissage évidemment jusqu'à à peu près 780 000 logements rénovés par an. Donc c'est plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé en 2011. Évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose pendant les 5 dernières années, donc on a un petit peu de retard à rattraper. Donc monter plus haut en termes de nombre de réhabilitations et en tertiaire de l'ordre de 27 millions de mètres carrés par an, c'est-à-dire à peu près 4% du parc. Donc c'est également quelque chose de très ambitieux. Pour les maisons individuelles, on promeut des rénovations complètes et performantes plutôt que de faire les choses en petits morceaux, en isolant un moment le toit et en changeant ensuite les fenêtres. C'est beaucoup plus efficace énergétiquement, financièrement, de traiter les logements globalement par des rénovations complètes et de bonne qualité. Derrière, évidemment, il y a un gisement d'emploi considérable. On y reviendra dans la suite de la présentation. Le diagramme qui est là vous présente les hypothèses qu'on a eues sur le résidentiel. Il y a évidemment des hypothèses analogues sur le tertiaire. En termes de système de chauffage et de production d'eau chaude, on a imaginé des évolutions donc entre 2015 et 2050 où il y a 3 facteurs, ou 3 éléments essentiels. Disparition des énergies fossiles, donc à savoir le fioul, le GPL et puis le charbon, qui n'est déjà plus très présent. Un basculement important vers l'électricité, mais ce n'est pas l'électricité utilisée dans les convecteurs, donc avec une efficacité qui n'est pas bonne du tout. On prône le développement de pompes à chaleur avec des coefficients de performance élevés, évidemment, ce qui est d'autant plus facile quand on intervient sur des bâtiments qui ont très peu de besoins, où à ce moment-là, on peut utiliser des systèmes à très basse température, donc très efficaces. On introduit une part de cogénération dans le tertiaire et dans le collectif, et également un développement des réseaux de chaleur plutôt sur les gros bâtiments. Alors en termes de résultats, ce graphique vous montre les évolutions entre 2015 et 2050 des consommations de chauffage dans les 3 grandes catégories, logement collectif, maison individuelle et tertiaire. Donc en gros une division par 3, malgré l'augmentation des surfaces qui est liée au développement de la population, et une part pour l'électricité, vous voyez, qui est fortement réduite grâce aux pompes à chaleur dont j'ai parlé. En ce qui concerne les appareils électriques, un seul schéma, on en a d'autres dans la brochure. Celui-ci est pour le résidentiel, il y en a un analogue dans le tertiaire. Le secteur de l'électricité spécifique, c'est donc tous les usages de l'électricité qu'on ne peut pas facilement remplacer par autre chose, donc le froid, l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique, l'éclairage. Depuis quelques années, on a un développement, une augmentation des consommations de ce secteur, et les gains qu'on peut avoir sur certains postes, comme par exemple sur tout ce qui est produits électroménagers, les gains d'efficacité ont été annulés ou même contrebalancés par l'augmentation de l'audiovisuel, de l'informatique, etc. Alors, on imagine, le tendanciel nous conduit tout là-haut, avec l'essor des usages actuels qui est là, et le développement de nouveaux usages. On a imaginé qu'il pouvait y avoir des usages qui apparaîtraient qu'on ne connaît pas encore maintenant. Il suffit de se reporter 20 ans en arrière. On n'avait pas du tout imaginé le développement de l'informatique, des tablettes, enfin tous les produits nouveaux qui sont apparus entre-temps. La sobriété qu'on met en œuvre, c'est une sobriété sur les usages. Donc le fait de ne pas multiplier les équipements, d'être également un peu sobre sur les durées d'utilisation. Et ensuite, on a des appareils de plus en plus efficaces grâce aux directives européennes qui imposent aux constructeurs de passer en dessous de certains niveaux de consommation. Donc on a imaginé un déploiement généralisé de ces nouveaux appareils assez rapide, ce qui conduit au final à une division par à peu près 2 des consommations totales d'électricité, en tout cas une division par 2 pour chaque foyer, et on arrive ici avec quand même un volant qu'on garde pour des nouveaux usages inconnus. Donc ce n'est pas un scénario de privation. On reste prudent de ce côté-là. Au total, quand on cumule
Les évolutions sur le chauffage, l'eau chaude, la climatisation, les usages spécifiques de l'électricité, on arrive en gros à une diminution d'un facteur 2 des consommations, puisqu'on passe, on passe de 800 à un peu moins de 400 TWh, 340 TWh, donc c'est une diminution légèrement supérieure à 2, qui est en phase avec ce qu'on trouve dans la loi de transition énergétique et croissance verte qui a été votée l'an dernier. Donc là, c'est finalement conforme à quelque chose qu'on avait annoncé déjà il y a 5 ans. Et dans ces 340 TWh de consommation, vous voyez que les fossiles et fissiles, donc le pétrole et le nucléaire, ont complètement disparu. On est à quasiment 100%, enfin 99 et des pouillèmes renouvelables en 2050 dans le scénario. Et vous voyez ici, pour terminer, la part de la sobriété et la part de l'efficacité, donc 1/3, 2/3 dans la diminution des consommations. Merci Thomas. Thomas Letz, qui a pris en charge le scénario sur l'aspect bâtiment. Là, on est vraiment au cœur de la démarche Négawatt, sobriété sur les usages, efficacité sur chacun des systèmes, et bien sûr, après, la montée des renouvelables pour compléter.